ou bien, bien, 10 à 20 ou bien à secondes. défaut, c'est sûr, comme c'est enregistré, on va pas. Ah, tu as démarré? Parfait, Oh, c'est ouais. bon. Est-ce que ça fonctionne bien pour toi, Inold, si quand je change les slides, des choses comme ça, ou? C'est correct, moi je vois ça a l'air d'être correct. OK, parce que Teams, ben, en tout cas, Teams me dit que j'ai une qualité de réseau médiocre. C'est sûr qu'il y aura toujours un petit temps de latence entre le moment où tu fais des actions et au niveau de la diffusion, mais vraiment c'est correct. Et ça arrive quand même assez fréquemment. Même moi, il me le dit constamment ce message, mais ça n'a pas trop d'impact sur la diffusion. OK. Je viens de changer de micro.
Bonjour à tous et bienvenue à ce second événement de .NET Québec. Ça fait le second événement qu'on a en ligne et c'est le premier que nous avons sur l'heure du midi. Donc aujourd'hui, on aura une très belle présentation d'environ 1 heure de temps où Carole va nous présenter quelques astuces avec le gestionnaire des versions Git. La présentation, elle sera enregistrée et elle sera diffusée plus tard via la chaîne YouTube de .NET Québec. Si vous avez des questions, il y a une section questions-réponses. Vous avez juste à saisir une question et à un moment donné, peut-être lors des démos, Carole va passer dans les questions et être en mesure de vous donner une réponse. Sur ce, je vais vous souhaiter bonne présentation, bon événement. Mais avant, je veux aussi rappeler que le prochain événement de la communauté est déjà planifié, qui sera le 14 mai prochain, donc ce sera jeudi prochain, c'est le Global AI Tour. On aura 2 belles présentations sur le machine learning et sur les services cognitifs d'Azure. Sur ce, je vous souhaite une bonne présentation. Carole, je te passe la parole. Oui, merci, Inold. Donc, merci à tout le monde d'être là en virtuel comme ça. Première pour moi, donc j'espère que tout va bien se passer. On a un petit setup à faire fonctionner pour vous rendre tout ça. Donc, c'est ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carole Delan, je travaille chez IA Gros Financier. Puis c'est ça, grosso modo, je suis passionné par l'architecture logicielle, le DevOps, l'info nuagique et tout ce qui tourne autour. Puis dans notre engouement pour le DevOps chez IA, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des présentations à chaque vendredi sur des différents sujets qui tournent autour du DevOps. Puis il y en a eu une il n'y a pas très longtemps sur justement les trucs et astuces autour de Git. Puis j'ai pensé que ça pouvait être intéressant peut-être de partager avec la communauté. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis, donc, c'est ça. Aujourd'hui, le menu, ça se trouve. J'ai regroupé les différents sujets en quelques catégories. Donc, on a différents sujets, différents petits trucs là, au niveau de la configuration, d'autres trucs pour travailler sur notre repo local. On va aussi avoir différents éléments pour améliorer notre productivité en ligne de commande. Peut-être parler aussi d'un workflow pour travailler avec les pull requests autour de Git. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est très lié à Git, parce que c'est quelque chose qui est ajouté par après, mais je pense que c'est intéressant de le voir un peu autrement. Puis si on a le temps, on va se rendre jusqu'à visiter la nouvelle expérience Git avec Visual Studio 2019 qui est présentement en preview. Donc, c'est pas mal ça. Les regroupements sont, c'est pour donner une idée, mais c'est pour donner un peu de structure aussi dans une présentation du genre trucs et astuces. C'est dur des fois d'avoir des fils conducteurs, donc c'est juste pour essayer de se retrouver un peu dans la séquence. Puis, tout au long de la présentation, je vais faire quelques démos aussi là, pour vous montrer en live là, les différents éléments dont je vais parler. Comme disait Inold, s'il y a des questions, je vais regarder de temps en temps sur la section questions-réponses que vous avez à votre disposition. Puis sinon, ben, on va essayer de rendre ça le plus agréable possible. Donc, partagez vos trucs. En fait, j'avais émis l'hypothèse qu'on pourrait dialoguer plus facilement dans la plateforme qu'on allait utiliser. Donc, je sais que c'est pas évident. Là. On peut passer par les questions-réponses pour mentionner vos trucs. Une présentation de ce genre-là, c'est pas. On ne pourra jamais faire une liste exhaustive des meilleurs trucs ou des meilleures astuces. Puis ce qui est intéressant, souvent, c'est d'échanger puis de voir les trucs des autres, puis voir dans quel contexte utiliser, puis comment on peut bénéficier de ça dans notre contexte à nous. Donc, si jamais vous avez des trucs que vous utilisez, puis des choses qui font sauver beaucoup de temps, ben, peut-être juste le mentionner dans les questions-réponses. Puis si on a le temps, je pourrais en faire mention, ou sinon, peut-être qu'on pourra faire un follow-up après la présentation. Donc, je vais me faire disparaître. Et on va enchaîner tout de suite avec les premiers trucs autour de la configuration.
deux éléments de configuration qu'on peut utiliser pour faciliter notre vie quand on travaille avec Git. Mais en passant, je vais parler quand même pas mal de la ligne de commande Git. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres outils là, qui nous permettent de travailler avec Git, mais comme c'est le dénominateur commun le plus répandu, ben, on va parler un peu plus de ça, mais je vais vous montrer quand même Visual Studio par après. Voilà, donc, premier élément que je voulais vous parler, c'est le Git ignore global. On a souvent des fichiers qu'on ne veut pas voir archivés dans le contrôle de code source dans Git. Normalement, ce qu'on fait pour les ignorer, pour pas qu'ils se ramassent automatiquement dans Git quand on fait notre add ou quand on inclut nos fichiers on stage, ben c'est finalement d'ajouter un Git ignore dans chaque repo. C'est le fun, c'est juste que des fois, quand on est dans une même stack logicielle tout le temps, d'avoir à ajouter ce Git ignore-là dans chacun des repos dans lesquels on travaille, dans le contexte d'entreprise, on a des fois beaucoup de repos, puis c'est souvent les mêmes technologies qui sont répandues, donc on voudrait ignorer les mêmes fichiers. Ben, il y a moyen de le faire de manière globale pour notre poste de travail. C'est sûr que ce n'est pas partagé avec les autres utilisateurs de notre repo qui vont avoir contribué. Par contre, si tout le monde le fait sur son poste local, ben, ça nous permet d'avoir une exclusion globale sur l'ensemble de nos repos. Donc, si on travaille beaucoup avec Visual Studio ou avec différentes technologies reliées à ça, mettons en .NET, ben, on est capable de retirer finalement les répertoires bin, OBJ, tout ça globalement en ayant un fichier gitignore global. Donc, la petite ligne de commande ici qui permet de configurer ça. Le fichier gitignore sera à créer, par exemple. Vous allez devoir le créer vous autres-mêmes, puis insérer les lignes comme vous le feriez normalement pour un gitignore standard. Donc, premier petit truc. Deuxième, l'éditeur par défaut. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisent Git en ligne de commande puis qui apprécient vraiment la compagnie de VI. En tout cas, dans mon cas, ce n'était pas vraiment ça. Moi, VI, je connais une chose dans VI, c'est comment sortir de VI. Donc, la première chose que je fais d'habitude quand j'utilise Git en ligne de commande, c'est de changer l'éditeur par défaut qui va nous permettre, entre autres, de saisir nos messages de commit quand on l'a oublié ou d'éditer la configuration ou peu importe. S'il y a des conflits, des choses comme ça, si on ne configure pas d'autres outils, c'est l'éditeur par défaut qui va être sélectionné. Donc, en faisant cette ligne de commande-là, on va ouvrir soit VS Code ou Notepad pour changer nos fichiers de configuration ou pouvoir interagir avec Git, ce qui est, à mon sens, pour un utilisateur de Windows, beaucoup plus convivial que d'avoir à gérer VI. Donc, c'était les deux petits trucs de configuration. Ensuite, pour notre repo local, on a différents trucs et astuces qu'on peut utiliser pour faciliter notre vie. J'en nomme quelques-uns en vrai que j'ai trouvé très intéressants. Des choses, il y en a là-dedans qu'on utilise nous autres chez IA, d'autres que j'ai trouvés par après. Là. Dans le fond, le gabarit de commentaires, ce qu'il nous permet de faire, c'est de spécifier un fichier dans lequel on va avoir un gabarit pour structurer nos commentaires de commit. Donc, si les gens oublient de mettre un message pour leur commit, automatiquement, il y a une fenêtre qui va leur apparaître avec un message pré-rempli en fonction du gabarit qu'on aura défini dans ce fichier-là. Si je vous montre un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, on va se positionner sur une branche de mon repo. En passant, moi, je vais vous montrer le petit repo que je vais utiliser pour les démos. Assez simple. Sur la branche master, il y a un fichier qui s'appelle sample1. Dans d'autres branches, il va y avoir quelques fichiers supplémentaires, un fichier JSON, peut-être un autre fichier texte, mais grosso modo, c'est relativement simple. Le but, c'est juste de démontrer un peu les changements qu'on peut faire avec Git. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur une branche pour cette démo-là. Si on regarde ici les fichiers, il y a un fichier justement commit template file qui se trouve à être mon fichier de gabarit pour mon message de commit. Oui, c'est ça. Puis ici, ce que je mets finalement, c'est un placeholder pour un story ID. Donc, si je fais un changement dans mon fichier foo, un petit changement ici et que je ferme.
À ce moment-ci, si j'ai oublié de faire mon message, d'indiquer mon message sur la ligne de commande ici, évidemment, mon éditeur par défaut va apparaître puis il va me demander de saisir un message. Puis c'est là que mon gabarit va être utile. Il va pouvoir me rappeler que dans mon gabarit de commit, dans mon message, je devrais avoir certaines parties qui sont requis. Dans le fond, ça peut être une règle d'équipe qu'on se définit, comme quoi on veut avoir le numéro de story ou on voudrait avoir peut-être d'autres éléments qu'on veut voir apparaître dans chacun des messages. Donc ici, ça me rappelle qu'il faut que je mette mon élément de story. Donc ici, je peux me dire que c'est la story ASV123, puis fixe bug, sauvegarde, et quand je ferme, le commit est fait. Donc, un petit truc pour permettre d'avoir un gabarit de base pour nos messages. Ensuite, les hooks. Les hooks, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. C'est super puissant, puis en même temps, ça a des avantages et des inconvénients. Les hooks, en fait, ce que ça permet de faire, c'est de pouvoir rouler du code à 2 étapes dans le processus de commit sur nos repos Git locales. Donc, on est capable, avant de faire un commit ou après qu'un commit soit fait, d'être notifié puis de pouvoir rouler soit une ligne de commande ou un bout de code finalement qui va nous permettre de faire des actions. Ce qu'on peut faire, admettons, dans le pré-commit, on pourrait, contrairement à l'exemple que je vous ai montré tantôt, on pourrait peut-être précalculer le message de commit qui devrait être inséré avec un numéro de story qu'on irait calculer en fonction du nom de la branche. Donc, si mon nom de branche commence par un nom de story, bien, je peux aller récupérer cette valeur-là, puis l'insérer comme par défaut dans mon message de commit. C'est le genre d'affaire qui peut être fait. Les hooks sont distribués, ils peuvent être distribués dans notre repo. La seule chose, c'est que pour faire en sorte qu'ils soient exécutés par l'engin, par le workflow des commits de Git, il faut qu'ils soient transférés sous le répertoire .git. Puis le répertoire .git, un répertoire privé, caché, ne fait pas partie du repo comme tel. C'est quand on clone qu'on récupère. Donc, les fichiers doivent être copiés là manuellement, sauf si on utilise ce qu'on appelle les template directory, qui est un répertoire qui va être dans notre repo puis qui va automatiquement être copié sous le répertoire .git. Fait que comme ça, on peut avoir nos Git hooks dans notre repo puis les transférer automatiquement dans le répertoire .git. Fait que c'est un tour de passe-passe. Un exemple que je voulais vous montrer par rapport à ça, dans le fond, les Git hooks, ils peuvent être utilisés en fait, juste notre imaginaire qui est le frein à ça. Sky's the limit, comme on dit. En fait, l'exemple que je vais vous montrer, c'est, admettons qu'on a du linting à faire avant de faire notre commit, on pourrait déclencher l'analyse de ESLint ou de ReSharper ou encore, dans ce cas-ci, j'ai un petit truc qui va nous valider que le format JSON de nos fichiers JSON, il est correct puis il est conforme. Donc, encore une fois, si je reviens ici, on a vu un aperçu de ce que ça va donner, mais on va se déplacer dans une autre branche qui est ici la branche de mauvais format JSON. Je vais vous montrer le fichier. J'ai un fichier JSON ici qui s'appelle bad JSON format, dans lequel présentement il y a il y a du contenu JSON qui est valide. Donc ici, si volontairement je fais une erreur ou j'oublie de fermer un littéral ou quelque chose comme ça, en sauvegardant et on quitte. Si j'essaie de faire un commit avec ce contenu-là, automatiquement, mon hook va se déclencher avant que le commit se fasse, puis il va me donner une erreur, puis m'indiquer que finalement, il y a un hook qui me bloque. Donc ici, je vais essayer de faire un commit en disant que ça devrait pas fonctionner. Puis on va voir l'exécution du hook qui va se faire ici. Donc, le hook s'appelle check.json. On voit ici que ça n'a pas fonctionné. Puis en fait, l'erreur se trouve à la ligne 2, colonne 11. Donc, on est capable d'aller diagnostiquer notre problème puis de le résoudre avant de faire notre commit. Ce qui fait que ça peut nous éviter d'archiver des erreurs qu'on ne détecte pas nécessairement à la compilation ou pour s'assurer que nos commits qui sont faits soient toujours le plus de qualité possible en fonction des règles d'équipe qu'on se donne. Donc, il y a vraiment plein de possibilités.
Puis il y a un framework qui est utilisable pour vous permettre d'étendre les différents. Il y a des hooks qui existent déjà sur Internet que vous pouvez trouver sur GitHub, mais il y en a d'autres que vous pourriez vous faire. Puis un framework qui est fait aussi pour vous permettre de travailler vos propres hooks puis de les déployer après. Donc voilà, ça c'est les Git hooks. Je vais voir si des gens posent des questions, quelque chose comme ça en même temps. OK. Faut-il placer les affichés commit template dans tous les repos Git ou est-ce possible de le rendre global au poste local? Bonne question. Je pense qu'il y a une configuration pour si on revient à l'autre exemple de tantôt, là, pour les gabarits de commit. Je pense qu'on est capable de le faire de manière globale, mais il faudrait que je vérifie. Je sais qu'au niveau local, ça fonctionne, mais au pire, je vérifierai puis je pourrai revenir éventuellement. Pour les trucs, on fera un tour à la fin. Donc, c'était pour les hooks. Ensuite, une série de petits trucs par rapport à la productivité qu'on peut gagner avec la ligne de commande. Vous allez me dire que ce qu'on a déjà vu, ça nous permet aussi d'aller plus vite, mais parce que si on fait moins d'erreurs, ça nous permet d'aller plus vite. Mais ici, on va focuser vraiment sur l'utilisation de la ligne de commande. Première chose à savoir, c'est que taper des lignes de commande, ça peut être long, puis on a un nombre limité de caractères qu'on peut taper d'ici la fin de notre vie, même si on le tapait sans arrêt. Donc, il faut faire attention à ça, puis sans souci. C'est pour ça qu'ils ont été créés les alias. Les alias, c'est quelque chose qui est propre à Git, oui et non, dans le sens où c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans la plupart des shells, des command prompts finalement, où on peut définir des alias pour certaines commandes. On peut le faire aussi dans Git avec certaines sous-commandes. Donc, un Git checkout est quelque chose qui est long à taper, donc on peut, c'est des exemples aussi qui sont proposés, donc on peut utiliser Git CO pour raccourcir finalement le texte à taper pour faire notre checkout, pour changer de base. Puis là, il y a une série que je vous ai présentée ici, puis j'ai inclus deux liens. Le premier étant ce que vous voyez là, puis le deuxième, c'est un lien qui est un blog post de Phil Hack, qui travaillait chez Microsoft avant, puis qui est allé travailler chez GitHub, qui nous propose d'autres alias un peu plus évolués qui nous permettent d'enchaîner souvent différentes séquences de choses qu'on fait souvent. Donc, des fois, ça va être de faire un fetch avec un prune pour effacer les branches qui ne sont plus nécessaires, en plus de faire un pull avec un merge finalement. Donc, on peut combiner des actions comme ça avec un seul alias, donc ça nous permet d'aller plus vite. Donc, il faudrait consulter ces liens-là, mais c'est quelque chose qui est vraiment très puissant et qui nous permet de vraiment sauver du temps au niveau des lignes de commande. Puis, c'est sous-évalué. Par contre, le désavantage de ça, c'est quand vous vous mettez à utiliser ça, quand vous travaillez sur le poste de quelqu'un d'autre, vous commencez à avoir des difficultés parce que vous ne retrouvez plus vos choses. Mais bon, c'est quand même avantageux, je pense, d'en bénéficier. Donc, un petit exemple de ça ici, justement, le Git checkout que j'ai configuré ici. Si je fais un Git checkout master, j'ai juste à taper. Ah ouais. Donc, c'est ça. Juste en tapant les deux petits caractères, je peux faire mon checkout puis me rendre directement dans l'autre branche. Ensuite, l'autocomplétion sur les commandes Git, c'est une extension qui est en fait juste disponible dans Bash. Donc, ça vous prend un shell qu'on appelle Git Bash, qui est normalement fourni quand vous l'installez sur Windows de base. Donc, comme ici, je suis dans Git Bash, on installe l'extension. Puis ce que ça nous permet de faire, c'est que quand on tape des lignes de commande, comme mettons checkout ou peu importe là, celle qu'on va utiliser, mettons branch, puis je ne suis plus sûr de comment ça s'écrit. Donc, je peux faire, mettons, git B, puis il va me sortir, si je fais tab, les différentes sous-commandes que je pourrais utiliser. Donc, dans ce cas-ci, bisect, blame, branch, bundle. Bon, ici, c'est branch que je voulais, donc je peux taper juste un peu plus de caractères, tab, puis il me complète la commande que je voudrais utiliser. Donc, ça, c'est le fun, ça me permet de savoir les commandes, mais ça va plus loin. Parce que si je voudrais savoir c'est quoi les branches que j'ai disponibles, souvent, là, on a des branches un peu longues, puis là, on se dit, OK, ouais, j'ai-tu mis un S, j'ai pas mis de S, majuscule, pas majuscule, je ne me souviens plus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer à taper le nom d'une branche et en faisant tab, encore une fois, ici, il va nous sortir toutes les branches de features que j'ai dans mon repo.
Donc là, ça devient vraiment intéressant de naviguer. Puis ça facilite beaucoup la vie là, pour naviguer dans nos branches. Puis ça va marcher avec beaucoup de choses, là, différents littéraux que vous avez, là, même dans différentes autres commandes, mais je trouvais que c'était la plus pertinente. Là. Dans mon cas, c'est tout le temps ça que je cherche. J'essaie de voir quelle erreur que j'ai faite puis pourquoi. Puis ça peut être touché des fois dans Git parce que si vous mettez, si mettons, vous faites un checkout, vous faites un Git branch, admettons, avec un nom de branche que vous pensiez qui était la bonne, mais qui avait peut-être une erreur soit dans les majuscules et les minuscules, ben, vous avez vraiment ça à créer une autre branche quand ce n'est pas ça que vous vouliez faire. Donc, c'est à faire attention. Avec cet outil d'autocomplétion-là, ça vous permet de faire moins d'erreurs, puis en plus d'aller plus vite parce que vous n'êtes pas obligé de taper tous les caractères. OK. Oups. On va y arriver. Ici, je voulais juste mentionner que c'était facile de supprimer une branche à distance. C'est souvent quelque chose que je me demandais, moi, comment on faisait dans notre repo local pour aller juste supprimer la branche côté serveur quand admettons, j'ai créé une nouvelle branche, j'ai fait un push, finalement, je vois, non, j'avais pas besoin de faire un push là-dessus sur le upstream, j'aurais voulu juste comme annuler ça. Donc, il y a différentes alternatives. On peut contrôler les branches remote à partir de la ligne de commande localement. C'est pas les lignes de commande les plus intéressantes à taper. Ils sont quand même, des fois, ils peuvent être complexes, demander beaucoup de texte, là. Donc, c'est pas nécessairement évident. Par contre, la première alternative qu'on voit ici, Git push origin, remote branch, celle-là est quand même assez intéressant parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'on va pousser rien, donc ce qui est avant le 2 points, rien, vers remote branch. En faisant ça, ce que ça fait, c'est que ça va supprimer la branche à distance. Normalement, ce qu'on peut faire, c'est de mettre un nom de branche avant le 2 points pour justement dire ben, je push la branche source vers la branche destination, mais en omettant la branche source, ça vient supprimer la branche de destination. Encore là, c'est intéressant, mais des fois, ça peut faire on peut peut-être créer des erreurs avec ça, il faut faire attention. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, un petit truc que je trouve intéressant quand on veut travailler localement, mais pas être obligé de passer par l'interface web finalement de notre fournisseur Git là, pour être obligé d'aller faire des changements à distance. Une autre chose que je me sers, en fait, que je voulais souvent savoir quand je travaillais dans une branche locale, c'est de savoir c'est quoi l'historique finalement qui a été changé, mais juste dans ma branche à moi. Si on regarde par défaut, si un peu de place, on va remonter en haut. Si je fais un git log sur mon repo ici, on va se rendre compte, je suis sur master, git checkout. On va utiliser nos petits raccourcis de tantôt. OK. Si tu regardes le log ici, il y a plusieurs commits qu'on va voir apparaître, mais on va se rendre compte en regardant les différents indicateurs ici et ici, c'est qu'on a les logs en fait de toutes les branches confondues. Ça peut être étonnant parce que des fois, on veut savoir, OK, mais moi, j'ai fait des changements, mais je veux juste voir les changements que je viens de faire dans ma branche, pas ceux qui. Je ne veux pas être obligé de chercher moi-même dans le log où est-ce que ma branche commence, puis où est-ce que les autres branches se terminent finalement. Donc, la ligne de commande que j'avais ici, git cherry-v master, en fait, de vis pour verbose. Git cherry, c'est vraiment pour savoir pour connaître les commits qui ont été insérés par. Dans notre branche, puis on les compare finalement à une autre branche. On pourrait les comparer à d'autres choses. Dans Git, une branche, c'est juste un indicateur ou un label, si on peut dire. C'est juste un marqueur temporel. Donc, ici, en faisant cette ligne de commande-là, ce que ça va me donner, c'est que ça va me donner juste les commits de ma branche ici. Donc, git cherry Ici, on a juste les commits qui me concernent. Donc, on voit que le commit head first commit n'est pas inclus. Puis, c'est parce que ce n'est pas des choses qui ont été faites dans ma branche. Donc, ça me permet d'avoir une vue très succincte de ce qui a été fait déjà. Puis là, à partir de là, on peut peut-être travailler l'historique, faire un rebase interactif et une chose comme ça pour un peu nettoyer notre historique pour le rendre plus propre avant de le publier à d'autres.
Un petit truc qui est vraiment le fun. Souvent, on se promène d'une branche à l'autre, puis on veut naviguer entre deux branches, puis c'est long à taper, le git checkout, ou même si on a l'alias git co avec le nom de la branche, tout ça, même avec l'autocomplétion, là, ça devient quelque chose qui peut être fastidieux. Donc, le git checkout moins nous permet de naviguer à la branche où on était juste avant. Donc, on peut. C'est l'équivalent du alt tab pour Git, pour naviguer d'une branche à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche avec le CD dans Bash. Donc, si je vous montre ça, ce que ça donne, c'est que si là, je viens de naviguer d'une branche à l'autre, me rendre dans ma branche commit template versus ma branche master, si je fais git checkout -, je vais me ramasser dans la branche master. Si je le réexécute encore, je reviens à ma branche commit template. Donc, c'est quelque chose qui me permet de naviguer d'une branche à l'autre encore plus rapidement. Puis si je fais un CD ben là, je change de répertoire automatiquement. Donc, ça marche aussi dans Bash, ce qui est quand même le fun à savoir. Ouais. Je ne sais pas si ça avait. Dans le fond, cette ligne de commande-là vous permet de faire des corrections automatiques sur les lignes de commande que vous auriez peut-être mal écrit par erreur d'inadvertance ou autre. Parce que dans le fond, ça a été créé, je pense, par quelqu'un qui était très frustré de voir que quand il tapait git checkout, comme ça, en oubliant le C, la ligne de commande lui dit « Ouais, je pense que tu veux dire git checkout avec un C. » Mais c'est frustrant, ça, parce que là, vous voyez git checkout, oui, tu sais que c'est ça que je voulais dire, pourquoi tu ne l'as pas fait à la place? Bien, l'autocorrection, en fait, c'est ce qu'elle vient faire. Donc, on va définir. Oups. On va définir ici notre délai d'autocorrection. Ici, c'est un peu particulier. D'habitude, on est habitué de travailler avec des millisecondes avec des secondes. Dans ce contexte-là, on travaille avec des dixièmes de seconde. Fait que ça va nous prendre 50 dixièmes pour faire 5 secondes. Donc, on vient dire qu'on va attendre 5 secondes quand on fait un typo pour voir si on veut corriger et utiliser cette correction-là. Donc, si je refais ici mon git checkout, comme ça, il devrait me proposer de faire un git checkout avec la bonne nomenclature directement. Puis il va attendre 5 secondes. Fait que là, il me dit cette erreur-là, ça n'existe pas. Veux-tu dire checkout? Si oui, je vais le faire dans 5 secondes. Puis là, vous voyez, il a fait un checkout de ma branche master. Si jamais on veut annuler l'opération en cours parce qu'on se dit c'est en train d'effacer tout mon repo, c'est pas ça que je veux faire, on a simplement à faire CTRL-C. Puis ça va annuler l'opération d'avant. Donc, on n'a rien d'autre à faire de plus. Donc, super intéressant parce que ça arrive quand même assez souvent qu'on fasse des typos. Par contre, avec l'autocomplétion qu'on a vu tantôt, les typos sont peut-être un peu plus rares. Donc, on peut utiliser les deux en parallèle, il n'y a pas de problème. Ensuite, je voulais vous parler de la commande bisect. Je sais que j'avais annoncé que je ne voulais pas tomber dans les lignes de commande tordues, là, puis le bisect en fait un peu partie. Mais je trouvais ça vraiment puissant ce que ça pouvait faire parce qu'en fait, le bisect manuellement peut être fastidieux, mais quand on a une recherche à faire assez compliquée, si on arrive à l'automatiser en utilisant un script, là, le bisect devient vraiment, vraiment puissant et nous permet d'aller beaucoup plus vite que si on le faisait manuellement. On va prendre un peu de temps pour expliquer le bisect. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça nous permet d'exécuter une recherche binaire dans un ensemble de commits pour trouver, admettons, un commit qui aurait été introduit qui causerait un problème. Si on regarde, mettons, une application web dans laquelle on sait qu'il y a une version, la version, je ne sais pas moi, de lundi, elle fonctionnait. On sait quel commit a été fait lundi. On sait que celle-là fonctionnait, mais on s'est rendu compte mercredi que l'application web, il y a un bug dedans, puis il y a quelqu'un qui a introduit un changement qu'il ne fallait pas. Par contre, là, il s'est peut-être passé 50 commits entre les 2 jours. Puis naviguer dans chacun des commits pour trouver l'erreur, ça peut être compliqué. Donc, le bisect, ce qu'il va nous permettre de faire quand on va le démarrer, c'est qu'on va indiquer à git bisect le départ, un commit qui est bon, puis un commit qui est mauvais. Puis après ça, lui, il va s'occuper de couper la poire en deux à chaque fois pour naviguer dans les commits. Donc, s'il y a 10 commits, on va dire le premier est bon, le 10e n'est pas bon, bien, il va prendre le 5e, puis il va nous demander si lui est bon ou il n'est pas bon. Puis si le 5e n'est pas bon, bien, il va recouper la poire en deux entre le 1 et le 5. Là, je sais que ce n'est pas très visuel, mon affaire. Mais grosso modo, il va pouvoir faire une recherche comme ça en coupant tout le temps le nombre de commits en deux pour arriver à
à cibler finalement le commit qui a introduit le problème rapidement. Puis, comme j'ai dit beaucoup de choses de manière pas très imagée, je me suis dit qu'une démo, ça pourrait avoir pas mal de sens dans ce cas-ci. Donc, ici, j'ai un autre repo qui se trouve être un exemple de bisect. Si on regarde, si on regarde un peu le contenu, on a une application Bisect App, une solution README, des feed scripts. Dans Bisect App, ce qu'on a, c'est une application en XAML qui fait à peu près rien, mais qui a des vues et des view models, comme on est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un fichier dans ViewModel qui s'appelle main ViewModel, qu'on va voir ici. Puis le problème, c'est que quelqu'un qui a été mis dans le code source que Mercurial, c'était vraiment bien. Puis ça, ben, on est dans une présentation Git, fait que c'est inacceptable. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver c'est où le commit finalement qui a été introduit, qui nous permet de. Le commit qui a été changé ce message-là. Si on regarde le git log, ce qui pourrait être le premier réflexe, ben, on va essayer de voir dans les messages de commit, voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous ouvrir les yeux sur où est-ce que le problème pourrait se situer. Ici, on a fixe message, on a changement de label, changer du texte, ajouter des espaces, puis changer le readme. Bon, finalement, ça ne nous aide pas tant que ça. On ne sait pas vraiment comment trouver le commit juste par les messages. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de rouler un bisect avec un script automatisé qui va nous permettre d'exécuter le script à chacun des commits qu'on va essayer pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Le script en question, je vais vous le montrer. Ici, on a un fichier qui va s'appeler bisect, comme ça. Donc, le fichier que je vais utiliser, c'est un fichier PowerShell qui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il va ouvrir le fichier main ViewModel, puis il va regarder, il va déterminer si le commit, c'est un bon commit, s'il trouve le mercurial en question dans le texte. Donc, c'est assez simple, on s'entend, c'est une démo. Mais quand il va trouver un fichier qui n'a pas un mercurial dedans, il va nous dire, OK, c'est beau, ça, j'ai un bon commit. Puis à l'inverse, quand il va trouver ça, ça veut dire que c'est un mauvais commit. Puis là, ben, lui, il va se promener automatiquement dans l'historique, dans tous les commits qu'on a vus tantôt, puis il va finir par nous trouver c'est quel le bon. Donc, pour faire ça, ce qu'on fait, on a plusieurs petites lignes de commande à faire une après l'autre. On va commencer par initialiser un bisect. Ah oui, il faut rentrer dans le repo Git. Donc, on va initialiser le bisect. Une fois que c'est fait, parce que l'on tombe dans un autre mode, là, on se trouve être un peu détaché là, de notre historique standard, on va venir indiquer que le commit dans lequel on se trouve présentement, il y a Mercurial décrit dedans, puis ça, c'est mauvais. Donc, on dit, ce commit-ci, là où je me trouve en ce moment, il est mauvais. Dans l'historique, tantôt, il y a un commit, je vais vous le remontrer. T'sais. Il y a un commit que je sais qui est correct parce que dans le fond, il est à l'origine de ma branche, avant que je commence à faire mes changements. Donc ici, celui qui commence par 15, c'est tout dans le fun de se retrouver dans Git, hein, avec les SHA-1 et tout ça. C'est quelque chose de super intuitif. Donc celui qui commence par 15 CF, c'est lui qu'on va dire que ben, lui, on va le définir comme étant un bon commit. Donc lui, on sait qu'il a la bonne valeur dedans, qui s'est écrit Git. Donc là, on l'indique à bisect comme quoi ce commit-là, il est bon. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir rouler un PowerShell sur chacun des commits que bisect va vouloir nous donner jusqu'à temps qu'on trouve celui qui a introduit le mauvais changement. Donc, je roule ça ici. On laisse travailler un petit peu. Là, il est tombé sur un commit qui finalement était correct. Fait qu'il va en essayer un autre. Il roule le même script. Il se rend, finalement, le contenu n'était pas bon. Il va se redéplacer encore, puis il va se rendre compte que là, le contenu n'est pas bon non plus. Donc, il est capable de savoir, en ayant roulé le script 3 fois, que le commit qui est problématique, c'est celui-là ici. Pour en être certain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le diff de ces deux fichiers-là. Donc, ici, il faut juste sortir de notre mode de bisect.
ça, en faisant un petit reset. Une fois que c'est fait, là, on peut faire obtenir le différentiel entre les deux commits. Donc, celui qui nous a dit qu'il n'était pas correct, c'est celui qui commençait par 3E14. Puis donc, on a dit, ben donne-moi le différentiel finalement entre 3E14, 1 avant, puis celui où tu penses qu'il y a eu la faute. En exécutant ça, on voit très bien que avant de ce changement-là, j'avais Hello Git Enthusiast et après ça, j'avais Mercurial. Donc, effectivement, c'est le commit qui n'est pas bon. Puis on sait d'où le problème d'où le problème est survenu. Après ça, on peut utiliser Git Blame pour blâmer la personne qui a introduit ça. Puis après ça, ben, on peut y faire payer les bains le vendredi ou y faire subir une quelconque conséquence qui est jugée valable dans votre contexte. Un petit mot sur Revert et Reset. C'est quelque chose qu'on a eu deux, trois, pas des plaintes, là, mais des gens qui ont vécu des problématiques, nous autres, chez nous. Fait que je trouve intéressant d'en parler. C'est pas quelque chose qui va vous rendre vraiment plus productif puis qui est un truc de ligne de commande tant que ça, mais c'est important de comprendre la différence quand on veut utiliser l'une ou l'autre de ces lignes de commande-là. Dans le fond, le Git Reset, à la différence d'un Git Revert, va carrément annuler des commits, donc faire en sorte qu'il n'ait jamais existé finalement. Donc, on voit l'image à droite. On avait créé 3 commits, où on peut reprendre l'image à gauche finalement ici. Là. On avait parti d'une branche, on avait créé un premier commit, on avait fait 2 autres. Finalement, on s'est dit, ah non, finalement, les 2 derniers commits, là, je ne veux pas qu'ils apparaissent dans l'historique, je veux m'en débarrasser. Donc, on peut faire un reset qui va nous donner l'image à droite ici. Donc, on a un seul commit, finalement, les 2 autres ont été annulés. Par contre, des fois, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On voudrait, parce que si on fait ça, puis qu'on fait une fusion vers l'autre branche, bien, ce seul commit-là va être fusionné vers l'autre. Ce qui pourrait être nécessaire des fois, c'est si on veut faire un commit inverse. Donc, on veut défaire des changements puis pouvoir propager cette annulation-là dans d'autres branches. Parce qu'un commit qui n'existe pas ne peut pas être déplacé d'une branche à l'autre. Si on prend l'exemple ici d'un revert, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un autre commit après pour dire, ben OK, ben là, c'est un nouveau commit. Par contre, il enlève les changements que j'avais faits auparavant. Puis là, ben, on n'est pas obligé de tout défaire les changements. On peut choisir ceux qu'on veut. Mais ce que ça va avoir comme impact, c'est que si jamais je veux fusionner celui-là, ben là, à ce moment-là, les modifications que je vais avoir fait là pourraient défaire celles dans les autres branches. Donc, des fois, c'est quelque chose qui est voulu. Donc, on se rend compte qu'il y a une modification qui a été faite, elle s'est promenée dans plein de branches, puis on veut la défaire partout. Donc, on a plein de fusions à faire, mais c'est un revert qu'on a besoin dans ce cas-là. Des fois, on a juste fait une petite erreur, puis on se rend compte qu'on veut juste annuler pour pas que ça apparaisse. Ben là, c'est le reset qu'on devrait utiliser. Donc, c'est ça. Il faut faire attention à quel on veut utiliser, puis il y a des use cases pour les deux. En passant, Git Reset, il y a différents modes. Il y a soft, hard, puis mixed. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez que si vous voulez savoir c'est quoi les détails de ces différentes sous-commandes-là, le Git Reset-H ne vous donnera pas l'aide. Au contraire, ça va tout défaire ce que vous aviez dans votre repo. Et je l'ai appris à mes dépens. Je vais parler un peu des pull requests ici. Parce qu'une pull request, on le voit souvent dans un scénario de revue de code dans la plupart des équipes où finalement on crée nos changements, on travaille sur une story, un feature, quelque chose comme ça, puis on fait tous nos changements dans une branche. À la fin, quand on a fini, là on fait une pull request pour que nos changements soient intégrés dans une branche develop ou master, dépendamment de la stratégie de branche qu'on a. Puis là, à ce moment-là, les gens nous font un paquet de commentaires, puis on a à faire des changements, des rétrofits, mais souvent les gens le font à la fin, quand ils ont terminé de faire le code qu'il y avait à faire. Puis ça, ben, c'est intéressant, il y a une certaine valeur avec ça, mais assez vite, on se rend compte que ça te crée un bottleneck, puis qu'on attend après les gens pour faire les révisions, puis les stories ne se ferment pas, puis qu'on bloque finalement le flow. Ce qui fait que une façon de voir les pull requests peut-être différemment, c'est de créer la pull request dès le début. Donc, on crée notre branche, puis tout qu'on a créé notre branche, soit pour peu importe la modification qu'on a à faire, on crée notre pull request, puis peut s'en suivre finalement une discussion avec différentes personnes. Puis là, les cas d'utilisation sont assez variés, mais ça pourrait être, OK, je ne suis pas sûr de mon design, est-ce que quelqu'un peut me donner des commentaires? Je commencerai comme ça. Ou encore, je voudrais faire X ou Y, mais je ne sais pas du tout par où commencer, puis je ne sais pas si vous êtes à l'aise à ce que je fasse cette modification-là. Dans un cas de inner sourcing, où on pourrait avoir une espèce d'open source interne dans l'organisation, ou même en open source, c'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est qu'on crée une pull request en premier, on commence par
par se discuter de comment on pourrait faire une modification, puis si elle a de l'intérêt. Puis une fois qu'elle est faite, qu'elle est initiée, puis qu'on a eu l'OK, là, on peut faire notre implémentation, puis on commence à ajouter des changements dans la pull request, puis là, on voit les changements prendre forme, puis une fois que c'est fini, il n'y a presque pas de validation à faire à la fin, parce qu'au final, tout le monde a suivi l'évolution, puis on est au courant, on a pris des décisions ensemble, puis on fait finalement, le merge devient une formalité, là. Donc, c'est une façon de travailler qui est un peu différente, qui est une façon de faire qui est utilisée chez GitHub. Il y a une subtilité, par exemple, quand on travaille avec Azure DevOps. Azure DevOps ne permet pas de faire une pull request s'il n'y a pas eu préalablement un changement dans la branche. Du moins, jusqu'à tout récemment, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Donc, il faut comme faire un changement bidon là, en premier dans notre branche. Puis une fois qu'il est fait, là, on peut créer notre pull request, puis là, on commence la discussion. Donc, c'est un peu plate, mais on est capable d'utiliser quand même ce scénario-là pour avoir des bonnes discussions en amont, ce qui nous permet de faire un shift left finalement dans notre processus de livraison sur la partie de revue de code. Donc, c'est plus, on sauve plus de temps comme ça. Ça demande un petit peu plus de collaboration, mais ça nous permet de sauver quand même du temps puis de ne pas attendre à la fin de la réalisation qu'il se passe une étape de validation qui ne nous permet pas d'aller vers le DevOps puis vers les principes Lean. Donc, c'était mon petit mot sur les pull requests. Maintenant, je voulais vous parler un peu de la nouvelle expérience de Git dans Visual Studio 2019, qui est quelque chose qui est assez récent, mais qui, en tout cas, si vous avez déjà utilisé Git dans Visual Studio avant, vous allez vous rendre compte que c'est assez, que le changement est assez majeur. Si je vous montre l'expérience qu'on avait dans Visual Studio 2019 à la base, avant la preview, on avait ici l'intégration de Git dans Theme Explorer. Donc, ici, on a la fenêtre de Theme Explorer qui est là. On a la liste de changements, des pull requests, les branches, et puis on peut faire notre synchronisation, nos pulls, nos push ici dans une autre section. Bon, cette vue-là, elle fonctionnait quand même bien. Quand on a des changements ici, on était capable de faire nos changements. Mais le gros désavantage, c'est qu'une fois qu'on avait fait nos changements, puis qu'on avait fait notre commit, il fallait absolument revenir ici à la racine, puis retomber dans la section de synchronisation, ou encore on avait un petit lien qui apparaissait, mais ça changeait notre contexte. Puis une fois qu'on a fait notre push ici, admettons, la prochaine chose qu'on va vouloir faire probablement, c'est un autre commit. Mais là, on n'est pas dans la section où on peut faire des commits. Fait que là, il faut tout le temps naviguer d'une section à l'autre, puis ça, c'était un peu tannant, en tout cas, du mon point de vue. Donc, c'est pourquoi ils ont créé, ils ont réglé le principal problème là avec la nouvelle expérience de Git, d'intégration de Git dans Visual Studio. Ce qu'on a maintenant, c'est une fenêtre Git ici, en bas à droite, qui nous permet de faire dans un même écran, finalement, l'ensemble des manipulations qu'on voudrait faire. Donc, si on la regarde un petit peu, on a la liste des branches ici, dans un menu déroulant. On a aussi les options pour faire un fetch, un pull, puis un push. On peut intégrer nos messages, les commits, tout ça. On peut même décider de faire un amen directement, ce que je trouvais assez pratique. Comme là, je suis dans la branche master, automatiquement, il me met le message du commit précédent. Je peux faire une modification puis l'archiver. Puis on peut naviguer, gérer notre index ici, là, finalement, notre staging area dans les changes qui sont là. Donc ça, c'est assez de base, mais le fait d'avoir ces boutons-là dans le même écran, je trouve, vient régler un très grand irritant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que notre petit menu de branche ici en bas est toujours disponible. Donc, on peut voir l'historique, voir les nouvelles branches, faire une nouvelle branche, les différentes options qui sont toujours là, créer une pull request. C'est des fonctionnalités qui vont peut-être être intégrées dans cette fenêtre-là à terme, là, mais aujourd'hui, le développement n'est pas complété. Il manque encore des features un peu là, dans cette fenêtre-là. Entre autres, on n'est pas capable de faire un cherry pick d'une branche. Justement, pour aller chercher des informations, des changements d'une autre branche, il faut passer par ce menu ici. Puis, il faut naviguer soit il faut sélectionner la branche qu'on veut, comme ici, ça pourrait être celle-là. Puis, on pourrait dire, OK, je veux faire un checkout. C'est une façon de faire. Puis, si je veux fusionner la branche master vers ma branche courante, là, je me positionne plutôt sur master ici, puis je viens faire merge into current branch. Donc, c'est une façon de faire un peu détournée. Je dois avouer que c'est peut-être pas optimal. Là. J'ai cherché un petit peu au début, mais ça permet quand même de faire les choses. Donc, on a dans un même écran, puis on ne change plus de contexte d'un à l'autre pour
pour faire nos différentes opérations. À noter aussi qu'il y a un menu Git qui a été créé, qui est ajouté aussi dans Visual Studio, qui nous permet de faire certaines choses, comme de cloner un repository ou encore d'en initialiser un et de le pousser vers un service Git à distance, comme un GitHub ou un Azure DevOps. Donc, on a différentes options ici. On peut gérer les différentes options puis manager les remotes directement là. Si je vous montre une application que j'ai créée sur mon poste, j'ai fait ajouter un nouveau projet, j'ai créé une application Blazor parce que tout le monde parle de Blazor aujourd'hui. En passant, le release candidate a été publié récemment. Ici, dans le fond, on a différentes options pour Git. Comme je n'ai pas un repo Git formel, l'IDE l'a détecté. Il me propose finalement d'initialiser un repository ici ou d'en cloner un. Ce que je peux faire, c'est d'initialiser. Puis là, il va me proposer directement de publier mon répertoire local avec mon compte GitHub sur GitHub. Donc, on va pouvoir spécifier ici le nom du repository qu'on veut, mettre une description, indiquer si c'est privé ou pas, puis on fait initialiser et publier. Je ne le ferai pas là pour ne pas publier mon account GitHub, mais c'est l'idée derrière ça. Donc, ça vient faciliter certains scénarios de l'utilisation de Git avec Visual Studio 2019 Preview. Donc, vos trucs, mais aussi vos questions. Il y a quelqu'un qui a indiqué un truc, M. Rouleau, qui a dit « Mon truc numéro 1, maîtriser Git à partir de la ligne de commande. Les outils GUI essaient toujours de faire des choses dans notre dos parce qu'ils assument qu'on en a besoin. » Ouais, puis j'ajouterais à ça aussi, des fois, ils nous cachent des choses, donc c'est pas... c'est pas évident là, de savoir tout ce qu'ils font. Des fois, ils ont renommé certaines commandes, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Puis là, ben, c'est ça. Puis des fois, ils nous prennent un peu pour des imbéciles. Là, mais ce qui est peut-être un peu plus tannant aussi, c'est qu'il n'y a jamais une interface graphique qui va être capable d'offrir autant de fonctionnalités que la ligne de commande peut offrir parce que visuellement, ça serait difficile de s'y retrouver. Donc, c'est sûr que ça peut être tannant. Par contre, les outils GUI, à mon sens, pour certaines opérations, ont un net avantage comme faire les différentiels entre différents fichiers ou encore résoudre des conflits de merge, des choses comme ça. Je trouve que c'est là que les GUI sont vraiment intéressants. Consulter l'historique, c'est quand même pas facile là, en ligne de commande. Je sais qu'il y a des différentes options qu'on peut faire là, pour formater le rendu des lignes de commande, mais ça reste quand même un peu plus ardu qu'un outil visuel. Mais oui, effectivement, moi je trouve que c'est toujours plus rapide. En plus, l'intégration avec les GUI est toujours plus lente, normalement parce qu'il lance des processus sur l'OS, donc c'est quelque chose qui coûte un peu en termes de performance. Donc, moi, je trouve que ça fonctionne quand même bien en ligne de commande. Puis maintenant, dans Visual Studio 2019, c'est capable d'avoir un shell intégré directement dans Visual Studio, chose qui n'était pas possible avant. Puis c'est quelque chose qui est natif aussi dans Visual Studio Code. Fait que vous êtes capable d'utiliser l'extension Visual Studio Code qui vous permet de faire certaines opérations, puis d'utiliser les lignes de commande quand vous voulez. L'avantage du GUI aussi, par exemple, qui est bon à savoir, c'est que des fois, ça vous fait découvrir des choses. C'est plus facile, des fois, de voir les commandes disponibles ou de voir ce qui est offert. C'est un peu plus visuel, un peu plus facile à apprendre, donc ça peut être intéressant pour ça. Oui, on pose des questions sur le framework pour créer des Git hooks. Je vais y revenir. Le nom m'échappe, je ne me souviens plus exactement c'est quoi le nom. Je pense qu'il s'appelle tout simplement GitHub Framework ou chose comme ça, mais j'enverrai le nom tantôt, au pire. Puis, je ne suis pas sûr d'avoir compris la problématique du Git reset par rapport au merge. Peux-tu m'éclairer ça? Peut-être un use case? Merci. En fait, c'est ça, c'est que le Git reset, finalement, va annuler des commits, on va les supprimer carrément de l'historique. Fait que c'est comme s'il n'avait jamais existé. Tandis qu'un revert va créer un nouveau commit. Donc, si je veux faire un changement qui se trouve à être dans plusieurs branches, puis je veux l'annuler dans plusieurs branches, si je fais un reset, je ne pourrais pas nécessairement le pousser, ce reset-là, dans les autres branches. Si je fais ça, il faut que je fasse un force push. Puis là, ben, il y a probablement d'autres changements que j'aurais voulu garder qui vont tout être annulés. Tandis que si je fais un revert, je vais faire un changement inverse. Donc, si j'ai une ligne de commande, si j'ai une ligne de code plutôt qui fait un write line, mettons, puis celle-là, je veux l'enlever, ben, si je fais un revert de ce commit-là, ben, ça va juste faire en sorte que cette ligne-là va disparaître. Puis ça va créer un commit avec ce retrait de ligne-là.
Puis ce commit-là, après ça, je peux le fusionner dans toutes les branches où j'en ai besoin pour gérer la propagation de ce changement-là. C'est un peu la distinction que je fais entre les deux. Bref, ils n'ont pas le même objectif, mais ils ont leur utilité dans différents scénarios. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est un peu pas évident, comme on n'a pas on ne peut pas dialoguer en live. Là. La nouvelle interface guide dans Visual Studio, il faut l'installer séparément. Non, si vous téléchargez Visual Studio 2019 Preview aujourd'hui, est déjà inclus et en plus déjà activé. Si je vous montre peut-être où est-ce que ça se fait. Oups. C'est plutôt dans les... Voyons. Excusez. Ah, 12. Si on va ici dans Environnement général, il y a différents features en preview qui sont là. Oups, j'ai cliqué sur le mauvais. Preview features ici, qu'on peut activer ou désactiver. Puis par défaut, la nouvelle expérience Git est déjà activée. Donc, vous n'avez rien à faire techniquement en téléchargeant le dernier preview. Là, il va être déjà là, puis vous n'avez rien à faire de plus. Donc, c'est pas mal ça que j'avais, moi, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris au moins une affaire. S'il y en a qui ont l'habitude déjà d'utiliser Git, ce n'est pas des genres d'affaires qui pourraient être surprenantes, mais j'espère que vous allez trouver au moins un truc ou deux là-dedans qui va vous permettre de repartir avec quelque chose chez vous. Puis, je vais essayer de faire un suivi là, par rapport au nom du framework là, qui vous permet de faire des hooks. En passant, c'est un framework qui est fait en Python. Fait que ce n'est pas nécessairement facile à réutiliser, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un hook qui était déjà disponible. Puis après ça, c'est peut-être plus facile d'en modifier un, puis de réutiliser que, je veux dire, de le modifier, puis de le mettre à notre main plutôt que d'en créer un from scratch. Là. Mais sachez que c'est quand même tout bien documenté sur GitHub. Donc, si on regarde en résumé, on a vu le Git ignore global, comment spécifier notre éditeur par défaut, les Git hooks, les templates de commit, les reset versus revert. On a même pu passer à travers Git bisect que je n'ai pas ici. Productivité en ligne de commande, les alias, autocomplete, delete, remove branch, historique de branche courante, revenir à la branche précédente, correction automatique. On a parlé un peu des pull requests, d'inverser un peu ou faire un shift left sur le processus. Puis on a vu la nouvelle expérience Git dans Visual Studio 2019. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si jamais il y en a qui sont intéressés vous avez des questions, vous voulez, je ne sais pas moi, interagir, gênez-vous pas, vous avez mes coordonnées là. Je suis toujours disponible, ça me fait plaisir de parler, de répondre aux questions ou de partager sur l'expérience. Vous avez des choses à partager aussi, gênez-vous pas, parce que moi, ça se pourrait que je la refasse encore, cette présentation-là ailleurs. Donc, si vous avez d'autres choses qui vous viennent par après, je suis toujours intéressé à le savoir. Puis, sinon, comme disait Inolt, d'autres présentations s'en viennent dans la communauté. Il y a aussi l'enregistrement qui devrait être disponible. Donc, gênez-vous pas pour le partager dans vos équipes puis peut-être les réécouter à tête reposée si ça a été un peu vite dans l'enchaînement. Donc, voilà. Est-ce que Inold, tu avais un mot de la fin ou? Bon, on va faire comme s'il n'y en avait pas. Donc, sur ce, je vous dis bonne fin de journée, bon reste de confinement. On espère que ça va se régler pour le mieux pour tout le monde. Donc, merci, puis à la prochaine.